Hans Kammler, l'ingénieur SS disparu après la guerre, au début de 1944, moins de 20% de toutes les bombes alliées avaient atterri sur des cibles de l'Axe. En seulement 6 mois, entre janvier et juillet, le tonnage a augmenté de près de 50% supplémentaires. Les villes allemandes étaient couvertes de décombres. L'armée rouge avait déjà brisé la Wehrmacht à Kursk et l'Allemagne ne lançait plus de grandes offensives à l'Est. Malgré cela, la production militaire allemande continua de croître. Des millions de travailleurs forcés ont maintenu cet effort. Environ un quart de l'ensemble de la main-d'œuvre du Reich était constitué de civils étrangers et de prisonniers. Plus de 700 000 détenus des camps de concentration étaient envoyés chaque jour dans des usines, carrières et grands chantiers de construction. La SS dirigeait ce réseau selon des critères administratifs, déplaçant les personnes et les matériaux selon les besoins spécifiques. Tout ne se décidait pas sur les fronts de bataille ou dans des discours publics. Une partie du contrôle était exercée à partir des bureaux, des plans et des ordres techniques. Dans ce domaine, les ingénieurs chargés de transformer les décisions politiques en structures concrètes agissaient. L'un d'eux en vint à concentrer une autorité exceptionnelle. À la fin de la guerre, sa piste fut perdue sans issue vérifiable. Qui était cet homme et où a-t-il fini? Hans Kammler, l'origine de l'ingénieur terroriste. Il est né le 26 août 1901 à Stettin, une ville portuaire de l'Empire allemand dans la région de Poméranie. Son père était fonctionnaire d'État et travaillait au sein d'une administration prussienne marquée par la discipline, la hiérarchie et un respect strict des règles. Il a grandi dans un environnement familial lié à l'appareil d'État, où le service public et l'obéissance faisaient partie du quotidien. Dès son enfance, il a été éduqué selon le modèle prussien traditionnel, avec un accent sur la performance académique, la discipline et la subordination à l'autorité. Après avoir terminé son éducation de base, Kammler s'est tourné vers les études techniques, un choix cohérent avec le contexte d'une Allemagne qui, après la Première Guerre mondiale, cherchait à se reconstruire par l'ingénierie, la planification et l'administration. Dans les années 1920, il étudia le génie civil dans des établissements d'enseignement supérieur à Danzig, puis à Munich. Sa formation était rigoureuse et spécialisée, axée sur la construction, la planification de la construction et l'organisation de grands projets. Ses études aboutirent à l'obtention d'un doctorat, un accomplissement qui le plaça dans une élite technique capable d'aspirer à des postes pertinents au sein de l'administration d'État. L'Allemagne où Kammler a été formé traversait une profonde instabilité politique et économique. La République de Weimar a fait face à l'inflation, au chômage et à une crise institutionnelle, des facteurs qui ont affecté toute une génération de jeunes professionnels. Dans ce contexte, de nombreux ingénieurs et techniciens commencèrent à voir le nationalisme comme un moyen de restaurer l'ordre, la stabilité et le prestige perdus du pays. Kammler ne faisait pas exception. Pour lui, le problème n'était pas seulement politique, mais organisationnel. L'Allemagne, selon lui, avait besoin de structures plus efficaces, d'une direction centralisée et d'une administration capable d'imposer la discipline. En 1931, Kammler rejoignit le Parti ouvrier allemand national-socialiste et la Schutzstaffel, la SS, 2 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Son affiliation précoce l'a placé dans un petit groupe de techniciens qui soutenaient le mouvement nazi avant sa consolidation. Au sein du parti et de la SS, Kammler ne se distinguait ni comme orateur ni comme idéologue, mais comme un professionnel doté d'une formation technique, orientée vers la gestion, la planification et l'exécution de projets complexes. Son profil correspondait à un secteur du mouvement qui envisageait l'avenir du régime comme une question d'organisation et de contrôle plutôt que de rhétorique. Au début du Troisième Reich, Kammler a commencé à travailler sur des projets de construction liés à l'État. Au milieu des années 1930, il a été intégré au ministère de l'Aviation du Reich, où il a participé à des tâches liées aux infrastructures pour la Luftwaffe. Là, il était chargé de la planification et de la supervision des travaux, appliquant des critères d'efficacité, de normalisation et de rapidité dans l'exécution. Son travail s'est déroulé au sein d'un appareil bureaucratique valorisant les résultats concrets et la capacité à exécuter des ordres sans poser de questions. Dans cet environnement administratif, Kammler a démontré des compétences allant au-delà du calcul structurel. Il savait comment évoluer dans la hiérarchie, coordonner les équipes techniques et respecter les délais sous pression.
Ses capacités le rendirent visible auprès des figures supérieures de l'appareil d'État et de la SS. Parmi ceux qui ont remarqué sa performance figurait Heinrich Himmler, Reichsführer SS, qui cherchait à intégrer dans les SS des profils techniques capables de transformer les directives idéologiques du régime en structures matérielles durables. Contrairement à d'autres organisations de l'État nazi, la SS n'était pas conçue uniquement comme une force policière ou militaire, mais comme une structure globale avec des ambitions administratives, économiques et techniques. Au sein de celle-ci, une bureaucratie propre s'est développée, parallèle à celle de l'État traditionnel, visant à gérer les territoires, les ressources et le personnel. Kammler s'intégrait naturellement à ce modèle. Son expérience d'ingénieur et son expérience administrative faisaient de lui un candidat idéal pour assumer des responsabilités au sein de cette structure en expansion. Durant la seconde moitié des années 1930, Kammler consolida sa carrière dans le cadre technique du régime. Il n'était pas un fonctionnaire isolé, mais faisait partie d'un réseau d'ingénieurs, d'architectes et d'administrateurs partageant la même vision, la conviction que les problèmes politiques et sociaux pouvaient être résolus par la planification, le contrôle et une organisation rationnelle. Pour Kammler, la technologie n'était pas une fin en soi, mais un outil au service d'un système qui exigeait obéissance et efficacité absolue. Durant ces années, son travail portait sur des projets de construction de l'État nécessitant une coordination entre différentes agences, entreprises privées et organes du parti. Cette expérience lui a permis de développer une manière de travailler basée sur la centralisation des décisions et l'élimination des obstacles bureaucratiques. Il apprit à opérer dans des structures complexes, à imposer des rythmes de travail élevés et à exiger des résultats sans place pour l'improvisation. Ces pratiques allaient être fondamentales dans les dernières étapes de leur carrière. Parallèlement, Kammler gravit les échelons au sein de la SS non pas pour des mérites idéologiques visibles, mais pour son utilité technique. Son profil répondait à une transformation interne de l'organisation, qui commençait à dépendre de plus en plus de spécialistes capables de gérer de grands systèmes. Dans ce processus, la SS s'éloigna de son image initiale de garde personnelle du Führer pour devenir un appareil administratif capable d'intervenir dans plusieurs domaines de l'État. À la fin des années 1930, Kammler faisait déjà partie de ce noyau technique qui articulait l'ingénierie, l'administration et le pouvoir au sein du régime nazi, une position atteinte non pas par des discours ou des gestes publics, mais par la capacité d'exécuter des tâches spécifiques au sein d'un système qui récompense l'efficacité. En 1939, alors que l'Allemagne se préparait à un conflit à l'échelle continentale, Kammler se trouvait dans une position qui reflétait cette évolution. Il avait acquis de l'expérience dans la construction de l'État, avait démontré sa loyauté envers le régime et avait été pleinement intégré à la structure technique de la SS. Son profil alliait une formation académique, une discipline administrative et une orientation idéologique, une combinaison qui le rendait particulièrement précieux pour une organisation sur le point d'élargir considérablement son champ d'action. L'expansion du SS, construire pour contrôler. En 1940, Hans Kammler fut transféré à la Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, connu sous le nom de WFHA. C'était le bureau qui gérait les ressources de la SS et décidait ce qui devait être construit, où et par quels moyens, tant en Allemagne que dans les territoires occupés. À partir de ce moment, Kammler travailla sous l'autorité directe d'Oswald Pohl, l'homme qui concentrait le pouvoir économique et administratif de la SS et qui ne répondait qu'au sommet du régime. Peu après son arrivée, Kammler fut placé à la tête de l'Amtsgruppe C, la zone chargée de toutes les constructions SS. À partir de là, il commença à contrôler une grande variété de projets, casernes, usines, entrepôts, bâtiments administratifs et, de plus en plus, camps de concentration. Ce n'était pas un poste symbolique. Sous son commandement, il fut décidé comment les travaux étaient menés, quelles ressources étaient utilisées et si les travaux avançaient ou s'arrêtaient. En pratique, tout passait entre ses mains. Leur arrivée coïncida avec une expansion accélérée du système de concentration. Les champs existants ont commencé à se développer et de nouvelles installations ont été planifiées en fonction de leur emplacement, de leurs itinéraires de transport et de la disponibilité de la main-d'œuvre. Kammler appliquait la même logique qu'il connaissait déjà, construire vite, tirer le meilleur parti de l'espace et ne pas gaspiller de ressources.
Ce qui a changé, c'est le but de ses œuvres et le sort de ceux qui allaient finir à l'intérieur. Entre 1941 et 1943, son bureau fut directement impliqué dans l'expansion d'Auschwitz qui fut transformé d'un camp de prisonniers en complexe industriel. Kammler n'était pas sur la touche. Il signait des ordres, examinait les plans et prenait des décisions clés. Les nouvelles casernes, les systèmes internes et l'organisation de l'espace répondaient à une logique précise: augmenter la capacité et assurer le fonctionnement continu du lieu. Durant la même période, des travaux similaires furent réalisés à Majdanek et dans d'autres camps sous contrôle SS. Ces projets reproduisaient le schéma déjà appliqué dans les installations précédentes, ce qui permettait d'étendre rapidement la capacité des champs et d'étendre le système à différentes parties du territoire occupé sans en modifier la structure de base. Une partie clé du travail de Kammler consistait à coordonner les entreprises privées construisant ces installations. Les entreprises spécialisées dans les fours, les systèmes de ventilation et la construction industrielle travaillaient sous le contrôle direct de la SS. Kammler agissait comme intermédiaire entre ces entreprises et la direction administrative, veillant à ce que chaque chantier remplisse sa fonction. Les décisions n'étaient pas prises par des critères humains, mais par l'efficacité, la résilience et la capacité à fonctionner sans interruption. Durant cette période, des installations de crémation ont été développées et agrandies au sein des complexes de concentration. Ces structures n'étaient pas improvisées. Ils nécessitaient des calculs de température, de consommation de carburant, de ventilation et de résistance des matériaux. Kammler supervisait l'intégration de ces systèmes dans l'ensemble du terrain, veillant à ce qu'ils soient connectés au réseau logistique global. Leur participation s'est reflétée dans des documents techniques, des autorisations et des plannings de travail. La croissance du système des camps de concentration impliquait également une réorganisation du travail forcé. Les prisonniers furent intégrés comme main-d'œuvre permanente à la construction, à l'agrandissement et à l'entretien des installations. D'un point de vue administratif, ce système permettait de réduire les coûts et d'accélérer les projets sans dépendre du marché du travail civil. Kammler a accepté et appliqué ce modèle comme une partie normale du processus de construction. Les conditions de travail, la mortalité et l'épuisement humain ne faisaient pas partie des calculs techniques qui guidaient leurs décisions. À mesure que son autorité se consolidait, Kammler commença à effectuer des inspections personnelles dans différents complexes. Ces visites étaient de nature technique. Il a évalué l'état des travaux, le respect des délais et l'adéquation des installations aux objectifs fixés. Des témoignages ultérieurs situent Kammler à Auschwitz en 1942, lors de phases clés de l'expansion du camp. Leur présence ne répondait pas aux cérémonies ou aux actes publics, mais aux examens opérationnels. La relation de Kammler avec Oswald Pohl était strictement fonctionnelle. Pohl s'attendait à des résultats mesurables, projets achevés, budget contrôlé et expansion exécutée, comme prévu. Kammler répondait à ces exigences, ce qui lui permettait d'opérer avec une marge d'autonomie considérable. Au sein de la DOFVHA, l'Amtsgruppe C est devenue l'une des divisions les plus actives et les plus fréquentées, en raison de l'expansion constante du système de concentration. Parallèlement, Kammler entretenait une relation directe avec Heinrich Himmler, qui suivait de près les projets de construction de la SS. Himmler valorisait la capacité de Kammler à transformer des lignes directrices générales en structures physiques concrètes. Cette relation renforça la position de Kammler au sein de la hiérarchie et le protégea des ingérences extérieures. Tant qu'il obtenait des résultats, sa marge d'action restait intacte. Entre 1942 et le début de 1943, le volume des travaux gérés par l'Amtsgruppe C augmenta régulièrement. De nouveaux champs, sous-champs et extensions ont été intégrés au système. La planification devint de plus en plus centralisée, Kammler étant une figure clé dans la prise de décision technique. La logique était claire: construire vite, construire beaucoup, et s'assurer que les installations puissent fonctionner en continu dans des conditions extrêmes. Cette période a marqué un tournant dans la carrière de Kammler. Leur travail ne se limitait plus aux infrastructures étatiques conventionnelles. Il dirigea alors un système constructif directement lié à la politique répressive de la SS. Chaque plan approuvé, chaque travail achevé et chaque extension exécutée renforçait un cadre qui dépendait de l'ingénierie et de l'organisation pour fonctionner à grande échelle.
À la mi-1943, le contexte de la guerre commença à modifier les priorités du régime. Les raids aériens alliés sur le territoire allemand intensifièrent la pression sur l'industrie et les infrastructures. La vulnérabilité des installations de surface devint évidente. Dans ce contexte, les capacités techniques et administratives de Kammler ont pris une nouvelle valeur. L'expérience accumulée dans la construction de systèmes complexes, son contrôle des ressources et sa capacité à imposer des rythmes de travail extrêmes le plaçaient au centre de décisions qui allaient bientôt dépasser le système de concentration. Guerre souterraine, armes secrètes et travail forcé. Dans la nuit du 17 au 18 août 1943, la guerre prit un tournant décisif pour l'industrie militaire allemande. Des avions britanniques bombardèrent le centre de recherche de Peenemünde où les roquettes V2 étaient en cours de développement. L'attaque a détruit des bâtiments clés, tué des techniciens et montré clairement qu'aucun projet stratégique n'était sûr à la surface. Pour le régime, le message était immédiat. S'il voulait continuer à produire des armes avancées, il devait les cacher sous terre. Hans Kammler fut l'homme choisi pour résoudre ce problème. À cette époque, il contrôlait déjà la construction de la SS et avait de l'expérience dans l'organisation de grands projets sous pression. Après le bombardement, il reçut l'autorisation directe de transférer la production de roquettes vers des installations souterraines. Ce n'était pas une tâche limitée, c'était une opération à grande échelle, avec des délais urgents et aucune marge d'échec. Le site choisi était une ancienne mine de gypse dans le massif du Konstein, près de Nordhausen. Mittelwerk y fut créé, une usine souterraine conçue pour produire le Feint, 2 hors de portée des bombardements alliés. Kammler a pris le contrôle du projet dès le début. Il décida du rythme, des ressources et de la façon de travailler. Pour approvisionner le complexe en main-d'œuvre, le camp de Mittelbau-Dora fut créé, initialement comme sous-camp de Buchenwald. Les conditions à l'intérieur des tunnels étaient extrêmes. Les prisonniers travaillaient sous terre avec peu de ventilation, de la poussière constante et des heures interminables. Beaucoup ont dormi dans la mine pendant les premiers mois. La production avançait en même temps que les décès dus à l'épuisement, aux maladies et aux accidents augmentaient. Kammler était au courant de cette situation. Pourtant, leur priorité était d'atteindre les objectifs de production établis. Sous sa direction, les tunnels furent agrandis et réorganisés pour servir de chaîne de montage. Des zones d'assemblage, de stockage et de transport interne ont été installées. Tout était conçu de façon à ce que les fusées quittent la mine, prêtes à être envoyées vers les bases de lancement. Le système fonctionnait selon une logique simple: produire rapidement, produire beaucoup et remplacer sans délai ceux qui ne pouvaient plus continuer à travailler. À la fin de 1943, Mittelwerk livrait déjà les premiers 5 opérationnels. Tout au long de 1944, la production augmenta régulièrement. Des milliers de roquettes ont été fabriquées, bien que le nombre exact varie selon les archives. Ce qui est documenté, c'est que le nombre de prisonniers tués sur Dora dépassait les pertes causées par les V2 elles-mêmes dans les villes attaquées. Cela reflète le coût humain direct du projet dirigé par Kammler. Le succès technique du transfert clandestin a encore renforcé la position de Kammler au sein du régime. Il commença à rendre compte directement à Heinrich Himmler et au ministre de l'Armement, Albert Speer. Speer était chargé de fixer les objectifs de production. Kammler contrôlait tout le reste: installation, main-d'œuvre, sécurité et logistique. Cette division des fonctions lui donnait un pouvoir réel que peu pouvaient remettre en question. En mars 1944, Kammler étendit son influence avec la création du Jägerstab, une structure spéciale destinée à accélérer la production d'avions de chasse. La Luftwaffe était en train de perdre la guerre aérienne et avait désespérément besoin de nouveaux chasseurs. Kammler a de nouveau appliqué la même solution: disperser et cacher la production, la déplacer vers des usines souterraines et utiliser le travail forcé pour suivre. Sous le Jägerstab, des projets tels que le Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle, passèrent en grande partie sous son contrôle. Kammler a coordonné le déplacement des usines, le transfert des techniciens et l'adaptation des tunnels et abris pour la production aéronautique. Son autorité s'étendait à plusieurs programmes simultanément. Les roquettes, avions, installations, transports et personnel relevaient de sa cible. À mesure que son pouvoir grandissait, la peur qu'il suscitait au sein même de l'appareil nazi augmentait également.
Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, vit une partie de son influence s'éroder. Speer décrivit plus tard Kammler comme un homme froid, discipliné et dangereux, surtout à une époque où le régime s'effondrait. Kammler ne dépendait pas des discours ni de la popularité. Il comptait sur les résultats et il les livrait. En 1944, les bombardements alliés s'intensifièrent. Les villes, usines et lignes de transport étaient constamment attaquées. Kammler a répondu par plus de décentralisation et plus de contrôle. Chaque grand projet devait s'adapter au modèle souterrain ou dispersé. Les décisions étaient prises rapidement et exécutées sans discussion. Ceux qui ne se conformèrent pas étaient remplacés. La violence directe faisait également partie de cette étape. En mars 1945, alors que les unités alliées progressaient à travers l'ouest de l'Allemagne, des exécutions massives de travailleurs forcés eurent lieu dans la forêt d'Arnsberg. Les victimes étaient des prisonniers utilisés dans des projets liés à la construction et au transport. Kammler a participé à la chaîne de commandement qui a ordonné ces actions, visant à empêcher que des prisonniers ne tombent vivants entre les mains de l'ennemi. Pendant ce temps, à Dora et dans d'autres complexes, la mortalité continuait d'augmenter. L'épuisement, la faim et les conditions de travail ont causé des milliers de morts. Kammler n'est pas intervenu pour modifier ce système. De son point de vue, la main-d'œuvre était une ressource supplémentaire dans un processus de production qui devait se poursuivre à tout prix. Fin 1944, Kammler atteignit l'un des sommets de sa carrière. Adolf Hitler le nomma plénipotentiaire général pour l'aviation à réaction, lui donnant l'autorité sur les derniers projets technologiques dans lesquels le régime plaçait ses espoirs. Cette nomination le plaçait au-dessus des structures traditionnelles et lui permettait d'agir avec une indépendance quasi totale. À cette époque, Kammler contrôlait un réseau d'installations cachées, d'usines souterraines, de camps de travail et d'équipements techniques disséminés à travers l'Allemagne et les territoires voisins. Leur pouvoir ne venait pas d'une position symbolique, mais de la capacité à décider ce qui était construit, où et avec quelles ressources. Dans un Reich de plus en plus fragmenté, cette capacité faisait de lui une figure centrale. Cependant, le contexte ne jouait plus en sa faveur. Début 1945, l'avancée alliée depuis l'Ouest et la poussée soviétique depuis l'Est ont comprimé le territoire contrôlé par les Allemands. Les lignes d'approvisionnement furent rompues, les communications échouèrent et de nombreuses installations tombèrent intactes aux mains de l'ennemi. Pourtant, Kammler continua à donner des ordres et à réorganiser des projets, tentant de maintenir un système en ruine en fonctionnement. En janvier 1945, le tableau était clair, la guerre était perdue. Les armes secrètes n'avaient pas changé le cours du conflit. Les usines souterraines continuèrent de produire, mais elles ne pouvaient plus modifier le résultat final. Kammler, qui avait accumulé plus de pouvoir que beaucoup d'autres dirigeants, se retrouvait désormais dans un environnement instable, avec des pouvoirs qui se chevauchaient et une structure de commandement qui commençait à se désintégrer. Ce moment marqua la fin de l'ère où Kammler était l'ingénieur le plus puissant du Troisième Reich. À partir de ce moment, la priorité ne serait plus de construire ou de produire, mais de se déplacer dans un pays en effondrement, de prendre des décisions rapides et de se préparer à ce qui viendrait lorsque le système qui l'avait servi cesserait d'exister. La destination finale. En février 1945, la situation militaire de l'Allemagne était critique. Les forces soviétiques avançaient depuis l'Est et les armées alliées avançaient depuis l'Ouest. Le territoire contrôlé par le Reich se réduisait rapidement et de nombreuses installations stratégiques furent isolées. Dans ce contexte, Hans Kammler continua d'occuper un poste aux larges responsabilités sur les projets techniques et le personnel spécialisé, bien que la chaîne de commandement commençait à se fragmenter. Durant ces dernières semaines, Kammler a participé aux opérations d'évacuation des installations et du personnel clé. Scientifiques, ingénieurs et techniciens reçurent l'ordre d'être transférés des zones menacées vers le sud de l'Allemagne et l'Autriche. Ces mouvements visaient à empêcher que du personnel spécialisé ne tombe aux mains de l'ennemi, notamment dans les domaines liés à l'armement avancé. Il existe des archives indiquant que Kammler a coordonné une partie de ces évacuations, donnant des ordres directs et réorganisant les routes selon l'avancée des fronts. Parallèlement, des ordres ont été donnés pour la destruction de documents et d'installations.
Dans divers complexes sous contrôle de la SS, les unités subordonnées étaient chargées de se débarrasser des dossiers, plans et archives administratives. L'objectif était d'empêcher la capture d'informations sensibles intactes. Ces ordres sont documentés dans des messages et témoignages ultérieurs, bien qu'il ne soit pas toujours possible de déterminer dans quelle mesure ils ont été exécutés dans chaque lieu. En mars 1945, Kammler continua à se déplacer sur le territoire allemand. Leur présence était enregistrée à différents endroits, toujours associée à des tâches de coordination et de retrait. Durant cette période, il a maintenu le contact avec des hauts responsables techniques. Parmi eux se trouvaient des scientifiques liés au développement des armes qui recevaient des instructions sur les mouvements et les possibles redditions sélectives. Ces réunions n'étaient pas publiques et leur contenu n'est que partiellement connu à travers des déclarations ultérieures. Début avril 1945, Kammler déplaça son quartier général vers le sud, établissant temporairement son quartier général à Munich. De là, il continua à donner des ordres relatifs aux évacuations et aux mouvements de personnel. Il existe des télégrammes portant son nom et datant de ces dates, adressés à des unités dans des lieux tels que Leitmeritz et Mittelwerk, dans lesquels des instructions sont réitérées de détruire du matériel et d'abandonner les positions. L'une des rencontres les mieux documentées de cette période eut lieu le 22 avril 1945 à Oberammergau, une ville bavaroise près des Alpes. Là, Kammler a rencontré plusieurs ingénieurs et scientifiques liés à des projets de fusées et d'aviation. Les témoins ayant survécu à la guerre se souvenaient de cette rencontre comme d'une réunion où la possibilité de se rendre aux forces américaines, plutôt que de tomber aux mains des soviétiques, était discutée. Kammler était alors décrit comme calme et pragmatique, concentré sur l'organisation d'une issue viable à l'effondrement général. Après cette réunion, les mouvements de Kammler deviennent plus difficiles à suivre avec précision. On sait qu'elle a voyagé vers le sud-est, possiblement en direction de Salzbourg et Linz, bien qu'aucun itinéraire entièrement confirmé n'existe. Le dernier contact vérifié avec son environnement proche eut lieu vers le 26 avril 1945, lorsque les communications furent brusquement interrompues. Cependant, le 7 mai 1945, alors que l'Allemagne négociait déjà sa reddition, un message signé par Kammler arriva à une unité SS à Leitmeritz. Dans ce télégramme, l'ordre de détruire les archives et d'évacuer la zone fut réitéré. L'authenticité du message a fait l'objet de débats, mais son existence est consignée. Si elle est authentique, elle indique que Kammler était encore en vie au moins 2 jours avant la capitulation officielle du Reich. Après ce moment, il n'existe aucune observation confirmée, ni aucun enregistrement direct de Kammler. Dans les jours et semaines suivants, différentes versions commencèrent à circuler sur son destin. L'un d'eux affirme qu'il s'est suicidé le 9 mai 1945 près de Prague, après avoir ordonné à son chauffeur de le laisser tranquille. Une autre version affirme qu'il a été exécuté par des membres de sa propre suite. Aucune de ces versions n'a pu être vérifiée par des preuves matérielles, car aucun corps n'a jamais été retrouvé, ni une tombe identifiée. Malgré le manque de certitude, les autorités alliées ont rapidement clos l'affaire. Dans les mois qui suivirent la fin de la guerre, le nom de Kammler apparut dans les rapports du renseignement américain et britannique. Les enquêteurs savaient qui il était et connaissaient son implication dans des projets d'armes et dans l'infrastructure des camps. Pourtant, toutes les recherches formelles se terminaient sans résultat concluant. En novembre 1945, un haut responsable du renseignement de l'US Air Force ordonna la réouverture des recherches après avoir reçu des rapports suggérant que Kammler pourrait être en garde à vue américaine. Des documents britanniques de la même période mentionnaient un général SS ayant une connaissance détaillée de la production de fusées dans la région du Harz. Aucun de ces rapports ne comprenait de confirmation directe d'arrestation, d'interrogatoire ou de transfert avec nom et nom de famille. Dans l'Allemagne d'après-guerre, la question fut réglée légalement. La famille de Kammler demanda qu'il soit officiellement déclaré mort. En septembre 1948, un tribunal de Berlin-Charlottenburg a statué que Hans Kammler était décédé le 9 mai 1945. La décision reposait sur des affidavits de son chauffeur et d'un proche assistant qui affirmait avoir été témoin ou connaître les circonstances de sa mort présumée. Aucune preuve matérielle n'a été présentée pour étayer ces témoignages. Des décennies plus tard, l'affaire a été revisitée à partir de dossiers déclassifiés.
Certains documents de renseignement mentionnent l'arrestation possible d'un officier SS de haut rang possédant une vaste connaissance des armes secrètes, transféré dans des centres d'interrogatoire dans le sud de l'Allemagne durant l'été 1945. Ces documents n'incluent ni nom, ni photographie, ni empreinte digitale, et ne permettent pas de confirmation définitive qu'il s'agissait de Kammler. Il n'existe pas non plus de documents officiels d'interrogatoire qui l'identifient sans équivoque. Pour cette raison, la fin de Hans Kammler reste sans résolution vérifiable. Sa disparition dans les derniers jours de la guerre, les récits de sa mort, la recherche qui a suivi et la déclaration légale selon laquelle il était présumé mort sont documentés. Mais il ne peut être confirmé où il est mort, comment il est mort, ou s'il était en garde à vue allié après l'effondrement du Reich. À partir de ce moment, les archives deviennent fragmentaires et contradictoires, et il n'existe aucun document officiel permettant de les retracer au-delà de mai 1945. L'histoire, telle qu'elle peut être reconstruite à partir de sources vérifiables, s'arrête là lorsque les données vérifiables sont épuisées et que leur sort n'est plus étayé par des preuves directes.